Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Et bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui donc le docteur Johan Launay, qui est médecin anesthésiste réanimateur en réanimation chirurgicale au CHU de Rennes. Il va nous présenter aujourd'hui la RPP SPHAR 2022, prise en charge anesthésique périprocédurale d'une revascularisation cérébrale par thrombectomie. Donc vous pourrez lui poser vos questions après sa présentation, de vive voix ou bien en utilisant le chat du logiciel. Avant que nous commencions, je vous demande, mais je crois que chacun l'a déjà fait, de bien couper son micro pour avoir un enregistrement de bonne qualité et du confort pendant la présentation. Je passe tout de suite la parole au docteur Launay. Avant de partager l'écran. Ok, merci beaucoup Ludovic. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va parler effectivement des RPP sur la thrombectomie mécanique au cours de l'AVC. Et en une vingtaine de minutes, on va essayer de couvrir l'ensemble des champs de ce travail. Alors juste pour faire un peu d'historique, finalement la prise en charge de l'AVC ischémique, elle s'est modifiée franchement depuis 2015. Et le but de ces RFE RPP était d'améliorer la décision face à un patient qui est pris en charge pour un AVC ischémique et qui va potentiellement nécessiter une thrombectomie en salle de neuro-interventionnelle. Ce travail, en fait, il a bien sûr regroupé des experts de différents groupes impliqués dans la prise en charge de ces patients, donc la SPHAR, également l'association de neuroanesthésie réanimation de langue française, la NARF, et puis les sociétés françaises de neuroradiologie et de neurovasculaire. Alors un bref rappel sur la thrombectomie mécanique cérébrale. Vous savez qu'au cours de l'AVC, lorsqu'un caillot vient se loger et vient obstruer une grosse artère cérébrale, jusqu'avant 2015, le traitement reposait sur une évaluation clinique par un score NIHSS et de l'imagerie IRM ou scanographique avec la décision d'une thrombolyse systémique. Et puis en 2015 sont sorties plusieurs études dans les gros papiers, en particulier dans le New England Journal of Medicine, qui a démontré l'intérêt d'associer thrombectomie mécanique à la thrombolyse ou thrombectomie mécanique seule pour ces AVC dans les 6 heures post-accident, voire 24 heures pour certaines indications, en circulation antérieure cérébrale ou postérieure, mais on va y revenir. Et tout cela donc a débouché sur la création et la nécessité d'avoir des scores complémentaires, aspect, on ne va pas le détailler, mais c'est un score important dans le suivi et l'indication de la thrombectomie, et également le développement des scores de reperfusion, le score TICI, et puis les scores de devenir neurologique, le score de Rankin modifié. Alors je vous parle de ce score-là parce que finalement, dans toutes les études qui ont servi à la création de ces recommandations, eh bien c'est un score qui revient régulièrement, qui est évalué à 3 mois, et pour faire simple, il va de 0 à 6, 0 étant absence de symptômes résiduels au décours de la prise en charge de ces AVC, jusqu'à 6 décès, et entre-temps, entre ces deux grades, il y a tout le panel de handicaps légers à sévères qui sont détaillés ici sur la diapo. Usuellement, on décrit les scores d'évolution favorable pour les scores MRS 0 à 2, parfois 3, ça dépend des études, et scores défavorables de 4 à 6 classiquement. Alors, le cadre de la RFE, de cette recommandation, elle s'appuie bien sûr sur des critères d'inclusion qui concernent d'une part les patients adultes pris en charge dans les 24 premières heures de l'AVC. Donc ça veut dire qu'on a exclu le préhospitalier, bien évidemment, qu'on s'est restreint à la procédure, donc en paire interventionnelle, et également les 24 heures de soins critiques qui en découlent. La littérature recherchée, elle s'appuie, en tout cas elle débute en 2015, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a la technique à disposition. Et puis on a recherché les études randomisées contrôlées, bien évidemment, les prospectives observationnelles ou rétrospectives avec un effectif suffisant pour pouvoir rendre l'étude à peu près robuste, donc avec un effectif supérieur à 100. Ce travail, en fait, il va couvrir 4 champs, 4 grandes questions qui sont détaillées ici. Donc les modalités de prise en charge anesthésique per procédure, le contrôle des agressions cérébrale secondaire d'origine systémique, et en particulier la tension, l'hématose, la capnie, la glycémie également. Un troisième champ qui s'intéresse à la gestion des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, et puis un dernier champ qui concerne plus l'orientation du patient après le geste. À chaque fois, le principal critère de jugement d'évaluation, ça a été le pronostic neurologique à 3 mois, selon le score de Rankin modifié.
15 questions ont été établies selon la méthodologie GRADE et en prenant l'axiome PICO, population, intervention, contrôle et devenir outcome. Et le but était de dégager des recommandations robustes, soit de grade 1, soit plus faibles de grade 2, comme on a l'habitude de le faire. Et sans vous maintenir dans le suspense, la qualité des études fait qu'on a abouti uniquement à des avis d'experts, 18 avis d'experts, d'où la transformation de cette RFE en recommandation de pratique professionnelle. Alors, thrombectomie endovasculaire, on va commencer d'emblée sur les modalités de prise en charge procédurale. La première question, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser la sédation, de l'anesthésie locale ou de l'anesthésie générale quand on prend en charge ces patients? Alors, un premier élément de réponse, en fait, ça dépend de où se situe l'AVC. Est-ce qu'il se situe en circulation antérieure, donc les cérébrales moyennes et l'artère cérébrale antérieure, ou bien en circulation postérieure, qui, elles, vont plutôt vasculariser le tronc cérébral. Et donc, s'il y a dysfonction de ce tronc cérébral par une occlusion, on risque de faire face à des troubles de vigilance, des troubles de déglutition, ou des dysfonctions de paire crânienne, ou une anomalie du drive respiratoire, plus exactement, soit des apnées, soit une modification de la qualité de la respiration et de la ventilation. D'où les questions habituelles, est-ce qu'il faut protéger ses voies aériennes, est-ce qu'il faut endormir pour faciliter le geste du radiologue? Et en fait, toute la difficulté, sans vous refaire le screening des études qui ont été regardées, c'est comment on définit la sédation, comment on définit l'anesthésie locale. Et en fait, on est assez surpris de voir qu'il n'y a pas de distinction entre ces deux modalités. Et donc, il est difficile de faire une recommandation robuste, en tout cas, sur ce type d'anesthésie. Donc, au final, une première recommandation sur anesthésie locale ou générale est la suivante. Il n'y a pas de raison de privilégier l'anesthésie générale, sauf lorsqu'on est dans une situation, une des situations suivantes qui apparaissent en violet sur votre écran, donc les atteintes de circulation postérieure pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. La neuronavigation radiologique prévue délicate, et donc auquel cas on a besoin d'une immobilité parfaite du patient et l'anesthésie générale pourra parfaitement y répondre. Des scores de gravité clinique élevés, le score de Nice, une altération de la vigilance, bien évidemment, défaillance respiratoire, agitation du patient et ou vomissement qui risque d'induire de l'inhalation. Donc, dans ces situations-là, il faudra probablement privilégier l'anesthésie générale, Dans les autres cas, il n'y a pas de raison de privilégier anesthésie locale ou générale, et ça va dépendre un peu de l'équipe d'anesthésie, de ses habitudes, et bien sûr d'une communication réelle et fluide entre le neuroradiologue, éventuellement le neurologue, et puis l'anesthésiste réanimateur. La même question se pose pour la sédation ou l'anesthésie générale avec les mêmes tenants et aboutissants. Juste pour mentionner, quand on a fait la RFE, on n'avait pas encore les résultats, ou en tout cas, ils n'étaient pas publiés de l'étude rennaise de Gass sur la comparaison sédation consciente et anesthésie générale. Et en fait, il n'y a pas de différence significative. Donc, on modifie pas la recommandation qui est, plutôt l'avis d'expert qui est le suivant. Pas de raison de privilégier anesthésie générale par rapport à la sédation procédurale. Là encore, ça va dépendre des habitudes de l'équipe, du patient, des particularités du patient et puis des nécessités du neuroradiologue pour qu'il puisse réaliser son geste en toute sécurité. Alors on passe aux agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, les axos. Et là, quatre axes, la cible de pression artérielle. Donc pourquoi on va cibler une pression artérielle post-recanalisation? D'une part, s'assurer qu'après le geste, il y a une perfusion cérébrale adéquate, ça paraît évident. Éviter les phénomènes hémorragiques. Il est certain que lorsqu'on se retrouve en hypertension sur une zone d'ischémie revascularisée, on risque de faire saigner. Et puis éviter le développement d'œdème cérébral, principalement à cause des phénomènes d'altération d'autorégulation cérébrale et de rupture de la barrière hémato-encéphalique. Alors, juste un mot sur la qualité de la reperfusion. Je vous en ai parlé, il y a le SCORT ici qui est régulièrement utilisé pour qualifier la reperfusion après le geste de thrombectomie. Grade 0, il n'y a pas de reperfusion. Grade 1, reperfusion minime. 2, partielle avec 2 stades. 2A, 2 tiers de remplissage du territoire du lit vasculaire d'aval. Ou 2B, un remplissage complet du lit vasculaire, mais avec un retard de remplissage. Et puis grade 3, évidemment, la perfusion complète ad intégrum du lit vasculaire occlus.
Donc dans ces recommandations, les études, alors deux types d'études. Il y a les études une randomisée contrôlée qui s'est intéressée à faire baisser la pression en dessous de 130 pour éviter l'hémorragie ou l'œdème cérébral. Il n'y a pas de différence significative quand on s'intéresse aux patients qui sont parfaitement reperfusés ou pas. Donc la borne inférieure, finalement, dans ces avis d'experts, elle est à 130. Pas de raison d'abaisser plus la systolique. Et puis une petite différence selon la qualité de la reperfusion. Alors là, c'est des études, c'est des analyses soit prospectives à posteriori, soit analyse de sous-groupe, soit rétrospective observationnelle. Lorsqu'on s'intéresse aux patients qui sont parfaitement revascularisés, c'est-à-dire TICI supérieur ou égal à 2B, quand les patients sont au-dessus de 160, il y a une association avec l'augmentation du risque d'hématome intracérébral. Donc là, on a plutôt une borne supérieure à 160, et lorsque la reperfusion est de moins bonne qualité, les experts ont retenu 180 pour vraiment garantir une perfusion cérébrale adéquate. Il n'y a pas de signal sur l'hémorragie intracérébrale qui sortent chez cette population. On passe à l'oxygénation en per-procédure et post-recanalisation. Alors là, c'est, je vais dire, très simple. Il n'y a pas d'études selon le niveau de SPO2, donc c'est assez compliqué de répondre avec robustesse. Mais en revanche, il y a quand même quelques papiers, même de méthodologie imparfaite, mais lorsqu'on regarde l'impact de l'oxygénothérapie normobare systématique entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, c'est du randomisé contrôlé monocentrique, il n'y a pas de bénéfice en termes de devenir neurologique ou de taille d'infarctus. Une randomisée contrôlée de 2021 qui s'est intéressée à comparer une oxygénothérapie au débit, enfin au masque haute concentration 15 litres minutes durant la procédure et durant les 6 heures post-procédure versus 3 litres minutes standard aux lunettes. Donc c'est un petit effectif, mais des résultats intéressants puisqu'il y avait une association avec un meilleur devenir à 3 mois, un meilleur devenir neurologique et puis une mortalité diminuée de façon significative. Et quand on s'intéresse au volume de l'infarctus, là également, donc ce qui apparaît en rouge, c'est les patients recanalisés avec oxygénothérapie au débit. Il y a une diminution significative du volume infarci en moyenne. Vous voyez quand même l'écart type qui est assez étendu. Mais voilà des résultats intéressants avec une seule étude, donc ça ne permet pas de formuler une recommandation de haut niveau. Mais l'avis d'expert retient une saturation supérieure à 95% en per-procédure et en post-procédure pour ne pas aggraver le pronostic neurologique. Donc là également un grand champ d'investigation potentielle en termes de recherche clinique chez cette thématique. On passe au dioxyde de carbone. Quelle est la cible de CO2? Vous savez que le CO2, c'est le déterminant majeur de la vasoréactivité cérébrale. C'est ce qui va permettre de garder, qui va participer à l'autorégulation cérébrale et garder le débit sanguin cérébral sur un plateau. Et donc, une vasoréactivité qui s'exerce entre 20 et 60 mm de mercure. On voit bien que on sait que quand on diminue la PaCO2 d'un millimètre de mercure, ça équivaut à peu près à une diminution de 3,5% de débit sanguin cérébral sur un cerveau sain. Et donc, on sait que chez les patients avec ischémie cérébrale, cette sensibilité à la baisse de PaCO2 et de la sensibilité à l'ischémie est augmentée. Donc, c'est vraiment important de s'intéresser à cet aspect-là. Ici également pas beaucoup d'études de bonne qualité. On a des travaux essentiellement rétrospectifs dans la thrombectomie mécanique. Les auteurs ont regardé en fait ce qui se passait entre des patients qui évoluaient favorablement MRS 0,3 ou défavorablement 4 à 6. Et il semble que lorsque le TCO2 est un peu plus élevé, 35, proche de 35 versus 32, il y a une différence significative de niveau de PCO2. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire, mais c'est ce qu'on a comme données. Et puis, quand on regarde le pourcentage de temps de procédure avec une TCO2 entre 40 et 45, mais il semble que les patients qui évoluent défavorablement aient un temps plus allongé de façon significative avec une TCO2 à 40-45. Donc, c'est des arguments très indirects, bien évidemment, c'est très faible, mais ça va pour étayer la recommandation qui a été faite chez le patient intubé ventilé de surveiller le TCO2 et de le maintenir en normocapnie entre 35 et 40 mm de mercure. On imagine bien que si on fait de l'hypocapnie, on va avoir de la vasoconstriction, et la vasoconstriction, on risque d'hypoperfuser les zones en souffrance. Alors, sur l'aspect sédation, les patients qui ne sont pas intubés, on peut aussi monitorer le TCO2 avec des dispositifs online.
Il y en a d'autres. Clairement, c'est pas fiable, hein, c'est assez imprécis en termes d'évaluation non invasive de la PaCO2. Par contre, ça a été montré qu'en termes de surveillance de la fréquence respiratoire et de la détection précoce des épisodes d'hypoventilation, ça avait un intérêt. Et cette méta-analyse, qui concerne 13 essais randomisés qui ne regroupent pas que des thrombectomies, mais plutôt des procédures radiologiques interventionnelles en sédation lorsqu'on utilise ce type de dispositif de capnographie, on a une diminution, on a une meilleure détection des désaturations légères. Je ne l'ai pas affiché ici, mais c'est vrai également pour les désaturations profondes. Et donc, ça plaide pour en tout cas, c'est ce que les experts ont retenu, ça plaide pour monitorer de façon continue le CO2 télé expiratoire, plutôt pour surveiller la persistance de la ventilation spontanée que pour avoir une idée de la PaCO2. Voilà pour le CO2. Et puis enfin, sur les axos, la glycémie. Quel type de glycémie? C'est un événement, l'hyperglycémie est un événement fréquent au cours de la phase aiguë de l'AVC. Ça concerne 40% des patients. C'est corrélé, en tout cas c'est associé à une augmentation de la mortalité à G30, de la taille de l'infarctus cérébral et puis des complications hémorragiques. Alors la physiopathologie derrière cela, c'est principalement une augmentation locale de l'acidose lactique et de l'œdème cytotoxique, une diminution de la vasoréactivité cérébrale également, et puis des phénomènes d'altération de la barrière hémato-encéphalique qui vont concourir d'une part à l'hémorragie, mais également à l'œdème cérébral. Ici, les experts ont retenu plutôt de monitorer et traiter les épisodes d'hyperglycémie sans pouvoir donner de seuil. Je dirais que je ne vais pas vous donner de seuil, mais peut-être une comparaison avec le traumatisé crânien grave, où on est plutôt un peu pas trop strict en fait sur le seuil, on est plutôt à 11-12 millimoles pour la norme supérieure, de façon à pas se retrouver dans les situations d'hypoglycémie qui elles aussi sont délétères, puisque c'est le glucose étant le substrat essentiel des neurones, il vaut mieux éviter de se retrouver dans cette zone-là. Donc voilà, un monitorage étroit, mais pas forcément très strict sur les seuils. On passe à la gestion des antiagrégants plaquettaires et le champ l'application des anticoagulants durant la procédure de thrombectomie, et on va parler de l'héparine. Donc la plupart du temps et fréquemment, on a au cours de l'AVC la thrombolyse, suivie de la thrombectomie, qui est un geste potentiellement prothrombotique, du fait du matériel étranger, du ralentissement de flux sanguin. L'intérêt de l'héparine, mais il peut être évoqué effectivement pour éviter ces thrombies. Mais les études qui ont été faites, et en tout cas la dernière de Van der Steen dans Lancet 2022, montre qu'il y a un surrisque d'hématome intraparenchymateux lorsqu'on utilise de façon systématique cette molécule. Il n'y a pas de différence ni sur la mortalité, ni sur la qualité de la reperfusion. D'où un avis d'expert qui ne recommande pas en systématique l'héparinisation perprocédurale, et en particulier quand il y a une thrombolyse intraveineuse au préalable. Il y a thrombectomie seule, en fait, il n'y a pas d'études qui permettent de juger, et donc les experts n'ont pas pu faire de recommandations à ce niveau. Qu'en est-il des antiagrégants plaquettaires? Là, on se situe dans la thrombectomie, avec ou sans thrombolyse. Et pourquoi avec ou sans? C'est-à-dire que les études n'ont pas fait de distinction sur les modalités pré-thrombectomie. Le rôle des antiagrégants, finalement, c'est un peu le même que dans le cas de l'héparine, c'est prévenir la migration d'envol distaux, favoriser la reperfusion optimale. On peut utiliser pour cela deux molécules de thyrofiban qui inhibent la liaison récepteur anti-GP2B3A, et puis l'argatroban qui est un inhibiteur direct de la thrombine. Les études à notre disposition, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'on peut en dégager, c'est une amélioration de l'indépendance fonctionnelle à 3 mois lorsqu'on utilise le thyrofiban. On améliore également de façon non significative, mais un signal, la reperfusion. En revanche, là aussi, une augmentation du saignement intracrânien radiologique lorsqu'on fait appel à ces molécules. D'où finalement une recommandation des experts qui décrit le fait de ne pas administrer de façon systématique ces molécules au cours de la procédure. Mais effectivement, c'est au cas par cas. Elle peut être discutée quand il y a un vrai risque d'embol distaux ou quand il y a une occlusion persistante en fin de procédure. Et là, c'est une communication avec le neuroradiologue qui va permettre de définir la meilleure option pharmaceutique. Alors, les autres antiagrégants, bien sûr, c'est l'aspirine, avec ou sans thrombolyse là également. Les études sur lesquelles se sont basés les experts, c'est les études Mr Clean,
Et là également, lorsqu'on utilise l'aspégique en systématique, c'est un surrisque d'hémorragie intracérébrale. Donc là également, pas d'administration systématique per procédurale de l'aspirine. Ce sera discuté au cas par cas. Il n'y a pas non plus de modification du devenir neurologique dans ces études. Alors un cas particulier au cours de la thrombectomie, c'est la nécessité d'éventuellement mettre en place un stent, le stenting, qui en soi est un corps étranger qui peut favoriser l'agrégation plaquettaire et la formation d'un thrombus malgré la désobstruction. Plusieurs molécules aspégiques, enfin vous les connaissez, ticagrelor, clopidogrel. Est-ce que ça a un intérêt? Pas beaucoup d'études, enfin aucune étude randomisée, des études principalement observationnelles rétrospectives. Ce qu'on peut extraire de cette bibliographie, c'est qu'il y a une association entre double anti-agrégation et stenting sur l'indépendance fonctionnelle à 3 mois de façon nettement significative. On a un bon taux de reperfusion lorsqu'on utilise ces médicaments, mais là encore, il n'y a pas de contrôle, donc c'est difficile de juger. Mais qu'on a également une augmentation, enfin des taux d'hémorragie intracérébrale qui sont non négligeables, 3,2 et 27,7%, ça dépend des études, mais c'est quand même assez significatif. Là, pas de contrôle non plus, donc c'est un peu difficile de conclure. Dans tous les cas, les experts se sont accordés pour mettre en place une anti-agrégation plaquettaire simple ou double. Ça, c'est un peu flou, mais quand on utilise un stent, en tout cas, c'est probable qu'il faille l'utiliser. C'est recommandé de le faire pour éviter la thrombose du stent. Et avec une nuance, en tout cas plutôt un verrou, c'est-à-dire de démarrer cette anti-agrégation uniquement après un contrôle d'imagerie au décours des 24 premières heures suivant le geste. Ça, c'est vraiment important à retenir. On termine par le champ concernant la gestion post-interventionnelle et l'orientation des patients après la thrombectomie. Donc, le premier point, c'est la stratégie d'évaluation neurologique précoce. Et la question derrière, c'est est-ce qu'il faut les extuber rapidement? Alors, après un geste de thrombectomie, après un AVC, c'est extrêmement important de pouvoir surveiller cliniquement l'amélioration neurologique de ces patients, de savoir si on a été efficace ou pas, ou est-ce qu'il y a une aggravation. Et donc, pouvoir dépister une complication neurologique précoce, c'est primordial. D'où finalement la non-indication de garder en place une anesthésie générale prolongée lorsqu'on a choisi cette option après la thrombectomie. Donc plutôt un réveil le plus précoce possible. C'est à nuancer par le fait qu'il y a il n'y a pas d'études, donc c'est un choix, et deux, ça dépend un peu de la configuration, enfin des particularités du patient. C'est-à-dire que si le patient a une défaillance ventilatoire pré-procédure, qu'il y a une atteinte de la circulation postérieure qui fait craindre des troubles de déglutition ou une extension de l'infarctus type AVC malin qui pourrait entraîner une hypertension intracrânienne, il va falloir évidemment se freiner, ou en tout cas peut-être réévaluer avant d'arrêter l'anesthésie. Mais dans tous les autres cas, finalement, la recommandation, c'est d'arrêter les médicaments d'anesthésie et d'aller vers l'extubation pour une évaluation précoce. Et puis voilà, c'est ce que je vous ai expliqué pour s'assurer que la procédure d'extubation est faisable en sécurité. Il va falloir s'assurer que la déglutition, la toux sont présents, pas trop altérés, et que pas une atteinte importante du fait d'une occlusion en circulation postérieure. Alors, est-ce qu'on peut s'aider d'échelles pour l'extubation? Alors, il y a des échelles qui ont été décrites, évaluées, également décrit des niveaux de gravité avec le score de Nice inférieur à 15, donc c'est-à-dire des patients moins graves. On n'a pas d'études en fait qui permettent de s'appuyer pour formuler une recommandation, donc là il n'y a pas de recommandation. Ce qui est sûr, c'est que plus on laisse les patients intubés, plus il y a un risque de pneumonie nosocomiale. Mais là encore, on ne peut pas répondre sur cet aspect-là, sur les échelles. Qu'en est-il de l'orientation optimale des patients après le geste? Donc on a le choix, les USC, donc point critique plutôt, usine neurovasculaire ou polyvalente, réanimation. Évidemment, le recours à la réanimation, il est principalement dû au trouble de conscience persistant ou à la nécessité d'avoir une protection des voies aériennes et donc une intubation prolongée. Il y a des études qui ont mis en évidence des facteurs de risque de recours aux soins critiques et
Même si la méthodologie est discutable, on peut citer au moins cela, la recanalisation non optimale avec un node ratio significatif à 363, des scores d'imagerie aspects, je ne vais pas détailler, mais qui peuvent orienter vers le recours aux soins critiques, et puis des hyperdensités spontanées qui persistent après la désobstruction au scanner de contrôle, qui peuvent témoigner d'une hémorragie, et donc là qui vont plutôt faire préférer l'unité des soins critiques neurovasculaires aux réanimations, c'est selon. L'aspect, oui, c'est juste pour vous dire que le score est coté de 0 à 10, 10 étant normal, et il va se baser sur l'étendue de l'atteinte ischémique selon 10 régions au niveau du territoire de l'artère cérébrale moyenne, droite et gauche. Voilà, je ne vais pas plus loin pour la description d'aspect. Donc finalement, les recommandations des experts suggèrent en tout cas d'admettre le patient en soins intensifs neurovasculaires en priorité, et tout ça bien évidemment pour avoir une surveillance rapprochée des axos, glycémie, température, monitorage de la tension et de l'oxygénation, et puis aussi pouvoir rapidement organiser le contrôle d'imagerie dans les 24 heures qui suivent le geste. Ça, c'est vraiment un point très important. Et puis détecter également les complications précoces, en particulier les AVC malins quand on a une atteinte sylvienne étendue. Est-ce qu'il faut pour autant, après ces 24 heures, maintenir le patient en centre expert dans les 24 heures suivant la thrombectomie? Le circuit habituel, c'est bien sûr un centre adresseur qui n'est pas forcément le centre expert, parce que il y a la neuroradiologie interventionnelle, la neurochir, la neuroréa éventuellement. Est-ce qu'il faut renvoyer vers une UNV territoriale? La réponse, elle repose en fait sur les complications potentielles des patients. C'est l'AVC malin qui va nécessiter de la neurochirurgie avec une crânectomie décompressive, l'hémodynamique instable qui peut nécessiter du monitorage invasif un peu spécifique de réanimation ou des défauts de recanalisation complète. Tout ça, ces trois arguments principaux vont orienter vers un maintien sur le centre expert. Si la procédure se passe correctement, il y a une récupération précoce de l'état neurologique, évidemment, en tout cas, on va être plus favorable à un retour sur l'UNV territorial. Donc finalement, la recommandation des experts sur cet aspect-là, c'est de ne pas réadresser ces patients immédiatement vers le centre adresseur, et en particulier quand il y a ces trois facteurs, instabilité hémodynamique, déficit neurologique sévère et recanalisation incomplète. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis tout oui pour vos questions. Alors, donc vous allez pouvoir poser vos questions via le chat, donc n'hésitez pas à le faire. Donc d'abord, avant de commencer, je voulais juste rappeler quand même que Johan ne l'a pas précisé, mais il faisait partie des experts qui ont participé à l'écriture de cette recommandation de pratique professionnelle. Donc je voulais vous poser cette première question déjà, en attendant les vôtres. Est-ce qu'il y a eu une forme de déception à la suite de ce travail là, de bibliographie? Est-ce que tu t'attendais à plus de choses, pouvoir tirer des conclusions un petit peu plus précises que... Oui, en fait, plus que la déception, c'est même de la frustration parce qu'on s'imaginait pensait un peu avoir des études de bonne méthodologie avec la possibilité de faire des recommandations fortes, comme je l'ai un peu précisé en introduction, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec soit l'absence d'études randomisées ou de bonne qualité, soit des biais importants dans les études randomisées, monocentriques ou avec des imprécisions sur les populations sélectionnées. Donc on se retrouve effectivement avec des avis d'experts uniquement sur ce RPP. Bon, ça veut dire aussi, il faut voir le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'il y a la place pour de la recherche clinique de façon importante sur les différents aspects de cette procédure. En même temps, le fait d'avoir peu de choses extrêmement précises à recommander aux professionnels de santé qui s'occupent de ce genre de procédure en procédurale, c'est aussi, on va aussi dans le sens de la personnalisation des soins également, parce que c'est ce qui ressort un petit peu de tout ça, si on devait faire un résumé court, là, à chaque étape, en fait, on fait en fonction du patient, en fonction de la situation. Effectivement, ça transparaît un petit peu dans la présentation, j'espère. On a besoin d'avoir des éléments de personnalisation de l'atteinte du patient. En particulier, vous avez vu la circulation antérieure ou postérieure, on va pas avoir les mêmes effets en termes neurologiques et donc de sécurisation au niveau anesthésique.
le type d'atteinte, une artère atteinte, deux artères atteintes. Effectivement, c'est ça qui rend compliqué l'existence d'une thrombolyse préalable ou pas. C'est ça qui nécessite de bien faire des sous-groupes, de bien déterminer des sous-groupes pour pouvoir répondre aux questions qui ont été annoncées dans cette RFE. Et en même temps, ça montre aussi peut-être toute l'importance de la communication entre les équipes, donc médicales et paramédicales en anesthésie, qui vont prendre en charge ces patients-là, parce qu'ils soient sous sédation ou même locale, souvent on est quand même là, et sous AG bien entendu, mais aussi avec l'équipe de neuroradiologie, les radio-interventionnels, qui sont donc la communication est importante pour avoir une pleine connaissance de la situation et pouvoir adapter la prise en charge. Complètement, oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la nécessité de s'inquiéter ou de faire attention à la difficulté du geste attendu de la thrombectomie, bien communiquer avec les radiologues pour savoir est-ce que le geste est attendu de durée prolongée, est-ce qu'il y a nécessité de mettre du matériel en place type stent, est-ce que le patient a un profil prothrombogène de base. On peut imaginer que les patients qui ont une atteinte oncologique ou des troubles des atteintes de l'hémostase, de la coagulation, pourraient peut-être, c'est une hypothèse, mais nécessiter d'antiagrégation, d'héparine, enfin tout ça c'est à définir. Et donc effectivement c'est de la personnalisation de prise en charge. Donc il y avait une question sur le chat de professeur Belleuil. Donc quelle durée pour la pression artérielle moyenne élevée en post-op? Combien de temps faut-il garder la noradrénaline et donc les patients dans une structure où on peut faire de la noradrénaline? Merci Hélène pour la question. En fait, c'est une colle parce que on a regardé les 24 premières heures post-procédure et donc je en définitive pas répondre à la question, si ce n'est que souvent les patients qui sont, enfin par expérience, ceux qui sont hypertendus en post-procédure, ça dure pas 24 heures. Souvent c'est un peu plus élevé parce que le phénomène finalement d'ischémie-reperfusion, il dure plus de 24 heures, 48 heures, 72 heures. Donc, je posais la question en fait parce que quand on les sort sous noradré, ils vont en salle de réveil sous noradré. Ouais. Et après, on sait jamais trop s'ils sont extubés, ils sont bien, tout ça. Oui. Et est-ce qu'on peut les faire sortir de la salle de réveil, mais ça veut dire qu'on fait un petit sevrage de noradré peut-être un peu trop rapide? Ou est-ce qu'il faut les garder 12 heures, 18 heures, 20 heures en salle de réveil juste pour la noradré en fait? Parce qu'il y a un bénéfice à ce qu'ils aient une tension artificiellement élevée. Alors ils ont un bénéfice plutôt à pas, moi de ce que j'ai revu des études, ils ont plutôt un bénéfice à ne pas leur faire trop monter la tension, c'est-à-dire plutôt des patients hypertendus et plutôt pas de noradré, plutôt des antihypertenseurs. Mais pour ceux qui auraient besoin de la noradré, qui sont un peu hypotendus, en fait la difficulté, finalement la difficulté elle va de savoir si on peut, là j'ai pas la réponse complète, mais si on peut faire de la noradrénaline dans l'unité de neurovasculaire, par exemple à Rennes. Ben, on peut pas. On peut pas, voilà. Donc, en fait, il est là le problème, c'est-à-dire qu'on aurait une continuité en termes de protocole ou d'habitude à gérer les amines dans des unités de soins intensifs, neurovasculaires, ce serait plus simple. Mais là, j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que les patients qui sont hypotendus, comme ils ont un seuil d'ischémie qui est plus élevé, ils sont plus sensibles à l'ischémie d'une manière générale. L'hypotension, c'est même si c'est que 24 heures, enfin, on peut imaginer que même au-delà de 24 heures, elle a un impact cette hypotension. Donc, j'ai pas de bonne réponse. À mon avis, c'est si vraiment ce patient il est amine dépendant, c'est de solliciter la réanimation. De mettre dans une USC quoi. Une USC où on peut faire de la noradrénaline à petite dose plus facilement. Oui. Oui. Ok. Merci. Moi, j'avais encore une question sur le moment clé de l'extubation de ces patients-là, qui est vraiment particulière par rapport à un patient de post-opératoire classique, parce qu'on a difficulté à l'évaluer neurologiquement.
Et donc, et pourtant, tu nous parles de l'importance d'une extubation précoce, si évidemment les conditions sont réunies, mais comment l'évaluer sur le plan neurologique pour savoir si c'est quelqu'un qui va pouvoir être extubé? Si toutes les autres signaux sont au vert et qu'on n'a plus que cette évaluation à faire, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour aider l'infirmier anesthésiste ou le médecin en salle de réveil après l'intervention? Pour l'extubation, je pense qu'il faut se reposer sur les critères en dehors de la. Je ne parle pas de la neurologie pour l'instant, mais la stabilité hémodynamique, respiratoire, c'est-à-dire pas d'oxygénoréférence majeure et pas des grosses doses d'amine. Sur la partie neurologique, quelques éléments de réponse. Donc c'est les atteintes. Il va falloir se méfier des atteintes postérieures, donc l'atout, la déglutition. C'est sûr que si le patient tousse pas ou il y a une stase salivaire importante, il va falloir se méfier d'extuber ces patients. Et puis, donc c'est d'une façon générale. Je te coupe, ça c'est une info qui est peut-être importante à passer en transmission à l'équipe qui accueille au réveil, parce que l'expérience n'est pas forcément toujours fait. Et effectivement, à mon avis, ça c'est vraiment la clinique. On sort un peu des études, mais c'est vraiment des choses importantes. L'autre facteur, c'est encore une fois la communication avec les radiologues, de connaître un peu l'étendue de l'atteinte ischémique lorsqu'on est en fosse postérieure, enfin cérébrale, en circulation postérieure, pardon. Et puis le dernier élément, c'est le niveau de conscience. Finalement, c'est des patients qui ont un cerveau sensible à l'ischémie et puis surtout à l'anesthésie. Je pense que des patients qui dorment plus facilement que d'autres du fait de cette atteinte, de cette lésion cérébrale, et que si tout est bien par ailleurs, peut-être que attendre l'obtention d'une réponse aux ordres simples, c'est pas forcément nécessaire. La réponse d'une motricité type M5 orientée vers le tube, mais sans forcément de réponse aux ordres simples, pourrait être suffisante pour aller à l'extubation. Je fais un petit parallèle là, avec la traumatologie crânienne ou l'AVC hémorragique. On a tendance quand même à aller assez facilement à l'extubation quand les déglutitions et tout est conservé. On a tendance à sauter un peu cette étape, réponse aux ordres simples. Mais là encore, ça reste à démontrer. Ok, donc j'avais pas d'autres questions dans le chat. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter de ton côté. Non, rien de plus. Ouais. À part que voilà, il y a pas mal d'études à faire sur les différents aspects de cette procédure. Donc on finit sur une note positive pour les chercheurs, donc il y a du travail à faire parce que c'est vrai que c'est une procédure qui est relativement récente et donc une littérature qui reste encore jeune et donc qui pourrait être améliorée dans les années à venir par de belles études. Donc merci Johan pour cette présentation, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'être venu en tant qu'expert de cette RPP. Donc on était très content de t'avoir pour cette raison-là et parce que c'est toi également. Donc je vous donne déjà rendez-vous le 6 mars prochain, donc ce sera à 18h pour le prochain lundi du Rare. Donc un autre sujet. Nous recevrons le docteur Adrien Bougerolles, qui est médecin anesthésiste au CHU de Rennes. Il va nous parler du magnésium et puis des nouveautés concernant le magnésium pour l'analgésie périopératoire. Donc en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, www.rare.bzh, sur les réseaux sociaux également. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée à tous.